Bonjour et bienvenue à cette inauguration du nouveau scanner en charge Curvebeam au groupe du Mail à Grenoble. La clinique du Mail qui vient juste de s'équiper sur la dernière technologie proposée par Curvebeam. C'est un scanner Conebeam en charge bilatéral qui permet, avec l'acquisition d'un seul volume de 35 cm de diamètre et 20 cm de haut en 35 secondes, d'avoir toutes les images coupe scanner 3D et radiographie reconstruite. Tout ça à partir d'une seule rotation. Lors de cette inauguration, nous sommes accompagnés de divers intervenants qui vont maintenant se présenter. Bonjour, donc je suis le docteur Quentin, neuroradiologue et gérant du groupe du Mail. Bonjour, Shadi Layel, je suis radiologue ostéo-articulaire à la clinique du Mail. Bonjour, Redouane Ouazizi, radiologue ostéo-articulaire à la clinique du Mail. Je crois que je suis le plus ancien là, de tous les radiologues ici présents. Bonjour, François Lins, je suis chirurgien orthopédiste traumatologue installé à la clinique de l'Union à Toulouse et spécialisé dans le pied et la cheville. Félicitations et merci d'avoir opté pour cette nouvelle technologie. Alors ma première question, c'est qu'est-ce qui a déclenché, qu'est-ce qui a fait que vous avez opté pour cette nouvelle technologie Conebeam en charge? Au groupe du Mail, il y a une tradition dans l'investissement dans les équipements novateurs et de haute technologie. Et donc c'était pour nous assez naturel d'installer cette machine qu'on surveillait depuis un certain nombre d'années en congrès, notamment nos collègues radiologues ostéo-articulaires. Et elle vient compléter quelque part notre plateau technique qui est dans le domaine de l'imagerie ostéo-articulaire composé d'une machine EOS qui permet les analyses rachidiennes et de plusieurs scanners et IRM conventionnels. Parfait, merci beaucoup. Docteur Lins, pouvez-vous nous expliquer un peu quels sont les avantages de cette technologie par rapport aux technologies plus classiques qui sont la radio et le scanner? C'est tout simple, c'est en 3D, alors que la technologie actuelle est en 2 dimensions. Voilà. Donc le 3D, c'est mieux que le 2D, et je ne sais pas bien ce qu'on peut dire de plus pour prouver ça, c'est juste évident. J'espère avoir répondu à votre question. Non, je dis que la 3D est déjà présente au groupe du Mail par un scanner conventionnel. Quand vous avez commencé votre présentation, vous avez dit qu'on installait à la clinique du Mail un scanner en charge, et donc je milite depuis quelques années pour qu'on appelle ça une radiographie 3D, et non pas un scanner en charge, parce que technologiquement, ce n'est pas un scanner, c'est une radiographie, donc un capteur plan avec un faisceau conique qui va tourner. Donc en fait, au lieu de faire une radio de profil flash, puis une radio de face flash, en fait, on va saisir tout le volume en tournant, mais technologiquement, c'est une radio qui tourne. Et donc, je pense que c'est important de revenir là-dessus. Mais c'est vrai que dans certains cas, dans certaines spécialités, et donc la mienne dans l'orthopédie du pied et de la cheville, le fait d'avoir quelque chose de 3D et en charge permet de faire des mesures qui sont correctes. Parce qu'un pied, c'est fait pour marcher dessus, et donc, quand on est sur la séquence habituelle ou conventionnelle, radiographie en 2 dimensions, les mesures ne sont pas bonnes, et on ne voit rien parce qu'on est en 2 dimensions. Quand on passe au 3D conventionnel, donc le scanner, eh bien, on est tout d'abord plus irradiant, mais également on n'est pas en charge, donc on ne peut même pas les faire, les mesures. On peut les faire des mesures de longueur, mais on ne peut pas voir comment les os vont s'agencer les uns par rapport aux autres. Et nous, c'est ça qu'on traite en tant que chirurgien orthopédiste, c'est l'agencement des os, l'empilement des os les uns sur les autres. Et donc l'aspect en charge est très important, mais je pense qu'il est important dans une niche, alors qu'aujourd'hui, ce qu'il faut mettre en avant, c'est les gros avantages du circuit patient en utilisant cet appareil qui est aujourd'hui à la clinique du Mail et qui va permettre de raccourcir énormément ce circuit patient. J'ai un problème de pied, on me fait une radio. Quelques jours plus tard, j'ai toujours mal, je vais voir mon médecin traitant qui m'envoie voir le spécialiste qui me dit « c'est bien, mais c'est une radio, il me faut un scanner ». Je repars chez moi, 15 jours après, j'ai un rendez-vous de scanner dans les établissements où on peut les avoir rapidement. On revient après, on reprend rendez-vous, on revient voir le spécialiste avec son scanner. Et nous, on analyse à la fois la radio, le scanner, et là, on fait un diagnostic avec un petit arrachement, une petite fracture qu'on n'avait pas vue, etc.
Et il s'est écoulé 1 mois et demi dans le meilleur des cas, mais souvent c'est 5 mois, 6 mois, avec voilà, des délais qui ne sont pas nécessaires parce que dans ce qui est disponible actuellement, au lieu de faire une radio, on va d'emblée faire un cone beam. On aura une empreinte carbone, parce qu'aujourd'hui il faut en parler, qui sera bien moindre parce qu'on n'aura pas tous ces déplacements aussi, et donc tous ces coûts de santé associés en termes d'arrêt de travail aussi. Voilà. L'irradiation d'un cone beam équivaut à une radio et demie. Donc on a un volume entier dans les 3 plans de l'espace pour le prix d'une radio. Plus toutes les radios reconstruites dans tous les plans possibles et imaginables. Les précurseurs ont été nos collègues radiologues de la clinique de l'Union et de la clinique Pasteur, parce que c'est le même groupe, et qui ont décidé effectivement acquérir cet appareil en 2016. Et donc les chirurgiens orthopédistes du pied et de la cheville de la clinique de l'Union ont pu l'utiliser effectivement dès 2016. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi et comment le cone beam en charge a modifié ou révolutionné votre pratique? C'est une question qui n'est pas facile parce que c'est une nouvelle technologie et on n'avait pas fait forcément notre formation avec ça. C'est-à-dire qu'on vivait dans un monde avec une séquence qui était radio-scan et on avait appris à analyser des radiographies en 2 dimensions sur lesquelles on ne voyait pas grand-chose, mais on avait, il ne faut pas se cacher, un certain plaisir à analyser nos radios comme ça et dire il y a un petit double contour, il y a un petit liseré que j'ai vu, tiens l'interne, viens voir, t'as vu? Non, t'as rien vu, c'est normal. Moi je vais t'apprendre que regarde, il y a un double contour ou un liseré, et donc cette radio elle nous dit qu'ici il y a une fracture, donc il faut faire un scanner. Et donc il y a un peu ce plaisir un petit peu artistique, et on fait un métier un petit peu artistique, qui aujourd'hui est remplacé par quelque chose qui est beaucoup plus sécurisé, puisqu'on a le 3D, on va voir ces choses-là d'emblée. On gagne en sécurité, mais on perd ce côté un petit peu artiste sympa. J'ai vu ça, mais je sais qu'il n'y a pas grand monde qui peut le voir. Au début, c'est un petit peu difficile parce qu'on doit apprendre quelque chose de nouveau, on doit faire une courbe d'apprentissage. Dans mon expérience, si on veut être très très large, qui va durer entre 3 semaines et 3 mois, pour se faire l'œil et apprendre à regarder les images en 3D. Et puis ensuite, tout se met en place en fait, et avec nos collègues radiologues, on va faire en sorte que ce fameux circuit patient soit beaucoup plus court. C'est que le grand gagnant là-dedans, c'est quand même le patient. Je pense qu'on est tous là pour lui. Très bien. Et alors, est-ce que nos amis radiologues de la clinique du Mail sont prêts à cette révolution, et comment ils s'y sont préparés, et comment est-ce que vous appréhendez les avantages que vous allez pouvoir avoir avec cette technologie? Ça fait pas mal de temps qu'un de nos collègues, faut le rappeler, Renaud Barthélémy, nous parlait de cette machine-là. Je crois que Shadi avait eu un retour du Canada un petit peu. Tu nous avais parlé un peu d'une machine comme ça aussi. Et du coup, ça nous titillait, on ne savait pas de quoi en parler. Bon, on a eu cette visite à Toulouse. Bon, là, on a compris vraiment les bénéfices d'une machine, hein, que ce soit en irradiation, en temps d'examen pour le patient. Et puis, il faut le rappeler, en tant que radiologue, on a une obligation de moyens, pas de résultats, mais là, avec cette nouvelle machine, on a tous les moyens dans la maison pour pouvoir apporter un diagnostic fiable et éviter en effet ce parcours patient qui est souvent assez long, assez pénible, avec des douleurs qui persistent et puis des répercussions en temps d'arrêt de travail, en temps de récupération sportive, parce qu'on a également un centre de grands sportifs sur Grenoble. Ouais. Très bien. Sous l'impulsion de Renaud Barthélémy, on avait mis en place tout un protocole qui aujourd'hui va tomber à l'eau, et on est content que ça se passe comme ça. On avait pour les entorses, on suit un groupe, un club de rugby qui est connu, et ce club de rugby nous fournissait, entre guillemets, un nombre important d'entorses du pied et de la cheville, essentiellement de type syndesmose, avec plein de facteurs qui favorisent ces entorses-là. Et Renaud avait imaginé un scanner, parce que la radio est défaillante pour la syndesmose. Elle est intéressante pour les grosses syndesmoses, mais voilà, elle est défaillante pour la prise de décision, pour fixer, ne pas fixer une syndesmose, la laisser cicatriser ou pas. L'IRM est intéressante, mais la radio, en étant un examen donc réalisé debout, a un apport important, mais
elle ne permet pas bien de voir cette interligne. Le docteur Barthélemy avait imaginé un scanner donc avec des sangles qui sont accrochées à une planche, qui permettent de simuler donc, un patient en charge. Et quand vous avez un rugbyman qui tire sur la sangle, il faut que la traction soit assez forte, mais pas trop non plus. Et nous avons été critiqués pour ça, mais ce sont les moyens que nous avions imaginés pour pallier au déficit de la radio. Aujourd'hui, nous allons abandonner ça, puisque nous allons avoir l'homme debout, le rugbyman debout, le sportif debout, avec sa syndesmose droite, avec sa syndesmose gauche. Nous allons comparer et nous allons faciliter une prise de décision qui sera sereine. Le chirurgien ne va plus être pris de doute s'il va fixer, pas fixer, est-ce qu'il va arrêter ce sportif 3 mois, est-ce qu'il va tout simplement lui mettre une botte. Voilà, donc cette entité va être grandement simplifiée. Il y en a d'autres, les entorses du Lisfranc, même discours, même difficulté en radio, très très compliqué de voir une entorse de Lisfranc déplacée en radio. Il est même recommandé de faire un scanner debout dans l'arbre décisionnel des entorses de Lisfranc. Aujourd'hui, cela va devenir possible et nous irons droit au but. Il y aura moins de perte de temps pour le patient. Aller droit au but. D'accord. De la même façon. Et c'est vrai que ce couple classique radio, plus ou moins écho, et puis revenir, scanner, IRM, je pense qu'il y a des choses à revoir dans le parcours, c'est certain. Donc c'est le début d'une aventure finalement. Oui, tout à fait. Et peut-être d'une nouvelle pratique et de mise en place de nouvelles procédures. Je trouve que le radiologue historiquement était habitué à la radiographie et le scanner est arrivé, il a changé les pratiques, il a changé la médecine. Le scanner donc allongé, le scanner classique. L'arrivée du Curve Beam sera une révolution du même ordre que celle qui a changé nos pratiques entre la radiographie et le scanner et l'imagerie en coupe. Le pied, comme vous l'avez souligné, est fait pour être debout, pour soutenir la position debout et pour permettre la marche. Le pied doit s'imager en charge. Il manquait un maillon entre la radio qui aujourd'hui en fait est largement pratiquée donc en charge pour le pied et l'imagerie en coupe qui malheureusement est en décharge, donc il manquait ce maillon est arrivé. Moi je considère que le Curve Beam est une révolution du même ordre que celle de l'arrivée du scanner en imagerie. Est-ce que vous seriez vous aussi susceptible de faire des publications sur peut-être des découvertes ou en tout cas des sujets que vous allez un petit peu creuser comme ça? Le but, c'est vraiment de publier, c'est certain. Ouais. Parce qu'à un moment donné, en radiologie comme en chirurgie, je pense, on a besoin d'avoir l'article, de se baser sur des articles pour pouvoir discuter ensuite avec nos collègues. C'est ce qui fait foi. Exactement, ouais. Faire notre petite sauce de notre côté et se dire voilà, c'est super, nous on fait ça, et pas transmettre et pas montrer aux autres, je ne crois pas que ce soit très intéressant. Je pense qu'il faut diffuser, montrer les avantages, les inconvénients éventuellement, mais il faut publier en effet. Souvent le cas avec l'implémentation d'une nouvelle technologie, ça amène toujours de nouveaux articles. Le Dr Lins, quand on l'avait visité, nous avait présenté qu'il a été un petit peu précurseur sur ce domaine-là. Des modélisations en 3D avec une représentation un petit peu différente de l'anatomie et le fonctionnement du pied, qui amène à plus de reproductibilité que les classiques mesures d'angle conventionnelles sur les radiographies. Et donc là, étant équipé d'une machine qui permet de remonter jusqu'au genou, il y a très probablement sur cette lancée-là des perspectives de... Je ne sais pas si tu as vu déjà des articles sur les genoux ou pas, ou sur les torsions du squelette jambier, sur d'autres façons de voir. Sur le genou, on aborde désormais un problème de santé publique majeur qui est l'arthrose de genou, qui représente les volumes là, de genoux prothétiques par an, c'est 100 000, et alors c'est une autre dimension, 100 000 pour le genou, et puis la hanche c'est 200 000, et puis là on parle du line-up, mais je suis sûr que très rapidement vous allez devoir avoir d'autres appareils parce que ça suffira pas, et donc il
Ils ont un autre appareil qui, je crois, s'appelle le iRise, qui fait aussi les hanches. Donc, c'est des problématiques de santé publique majeures. Et donc, on commence à avoir des publics qui sortent. La définition est largement inférieure au millimètre. On est à moins d'un tiers, on est à un quart de millimètre en termes de définition. Et on commence à pouvoir regarder la microstructure de l'os et à pouvoir prédire l'évolution de ces arthroses. Et avec le big data, avec l'arrivée des données cliniques, des nouveaux logiciels médicaux, cloud, etc., on va pouvoir mixer la donnée clinique et la donnée d'imagerie, et en mettant le poids du patient, son régime alimentaire, son type de sport et sa radio 3D en face, on va pouvoir prédire l'évolution de son arthrose du genou et sur quels paramètres on peut agir au mieux pour pouvoir ralentir en tout cas l'évolution de son arthrose. Donc oui, il y a des publications, elles sont surtout pour l'instant centrées sur l'arthrose. Après, le gros volet qui se développe là, ce sont les guides de coupe sur mesure pour les prothèses totales de genoux qui sont validés depuis quelques mois sur le line-up, sur le iRise. Pour les prothèses de cheville, c'est validé sur le line-up et même sur le PET4. Et donc, le but, c'est de faire une planification sur du 3D en charge et que le chirurgien, après, il n'ait plus qu'à poser son guide de coupe sur mesure, faire ses coupes et implanter sa prothèse. Ça, c'est vraiment un champ qui va exploser et qui va exploser par le genou. Ça va retomber après sur le pied et la cheville, mais ça va exploser par le genou parce qu'on touche à une problématique de santé publique majeure avec des coûts de santé qui sont astronomiques. Vous avez déjà, vous rentrez un petit peu dans la médecine prédictive puisque vous avez le système TALAS de mesure semi-automatique qui a d'ailleurs été développé par le Dr Lins et qui permet, à partir d'une mesure tridimensionnelle, de pouvoir prédire ou en tout cas donner une suspicion de pathologie avec une liste de pathologies qui sont déjà répertoriées. Donc ça, c'est un système qui déjà est intégré, fonctionne et qui est dans votre logiciel, dans le logiciel qui vous a été fourni. Maintenant, l'avenir, c'est la segmentation osseuse. C'est sur ce sur quoi Curvebeam travaille, segmentation automatique, et à partir de là, on pourra faire des mesures qui seront complètement automatiques. Donc, une solution cloud avec les images envoyées directement sur les serveurs et un retour sous quelques minutes avec, cette fois-ci, ce sera une médecine un petit peu plus prédictive, un peu plus poussée en tout cas, et qui sera d'une aide précieuse pour faire des diagnostics. Si je peux rebondir là-dessus, sur l'automatisation, je pense qu'il faut mettre un petit bémol et puis préciser les choses, parce que l'automatisation, on parle d'intelligence artificielle, ça peut faire peur aux gens en fait. Ce qu'on voit Skynet, le Terminator, etc. Et d'ailleurs, si je peux faire un petit aparté, on était donc au Congrès national des urgentistes traumatologues qui était à Grenoble, organisé par le service des urgences et le service d'orthopédie, et dont un des thèmes était justement l'intelligence artificielle. Et on voit que, au bout d'un moment, on voit qu'on a tous un peu peur de cette intelligence, et il faut remettre dans le débat, en fait, à quoi ça va nous servir. En fait, ça va nous servir à nous décharger de tout ce qui est lourd, administratif et purement analytique, et passer plus de temps à faire ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire l'analyse créative, c'est-à-dire trouver des solutions là où il y a des problèmes, et le côté humain, passer plus de temps avec nos patients. L'automatisation des charges, on le voit déjà, vous allez le vivre dès, je crois que c'est mardi prochain que vous commencez. L'acquisition de l'image, elle est standardisée dans un environnement qui ne change pas, et c'est ça qui fait la reproductibilité. Et ce temps-là, on va pouvoir le dédier clairement aux patients. Et puis après, quand il faut regarder une image, placer un point, tracer une droite, placer un autre point, calculer un angle, etc., si la machine le fait, on a plus, nous, le temps de mettre un nom sur ces angles. Vous avez telle pathologie, vous avez telle fracture, il va falloir que vous fassiez ça, et votre traitement, ça va être ça, etc. Et oui, docteur, mais est-ce que c'est grave ?
rassurez-vous, etc. Et je pense que nous, on a beaucoup cette demande de nos patients, qu'on passe plus de temps avec eux, plutôt qu'à faire ces charges administratives. Et on est tous soumis à un volume croissant. Donc, je pense qu'il faut pas en avoir peur. Et il faut vraiment voir que ça va nous permettre d'avoir plus de temps pour nos patients. Tu vois une machine qui fait 1 mètre sur 1 mètre, on peut la positionner un peu n'importe où. Un simple paravent ça, suffit pour protéger le Puisqu'on personnel est qui va opérer sur la machine. En faible irradiation. En faible Exactement, irradiation. ouais. Le nerf de la guerre, c'est quand même les locaux. Hein. Oui. On est souvent limité par ça. Quand on a un nouveau scanner installé, c'est tout de suite des travaux énormes. Ouais. Alors que là, on n'a pas eu beaucoup de travaux. Même pas, on n'a rien fait de particulier. Non, on n'a rien fait. Non, une prise électrique, Exactement. puis une connexion au PAX, et puis voilà quoi. C'est vrai que c'est pas facile à mettre en œuvre. Mm. Les frais de maintenance sont relativement réduits à la différence de ce qu'on peut connaître sur des équipements Plus lourd. plus lourds. Donc la mise en œuvre est finalement assez Rapide. rapide et simple. Ouais. D'accord. On a eu la chance d'être accompagné par notre ingénieur biomédical qui nous a accompagnés dans toutes les démarches d'installation de cette machine. Et puis vous avez le service informatique aussi sur place, ce qui a bien aidé aussi à ce que ce soit rapidement mis en place. Des pathologies ou des choses qu'on va réussir à voir avec le scanner en charge et qu'on ne verra pas, alors que ce soit des fractures ou que ce soit la prise en charge de d'autres pathologies. Après, moi, j'ai vu les quelques premières images. J'aurais du mal à me passer d'un scanner réellement pour toutes les pathologies microcristallines, goutteuses. Mais sur l'analyse fine encore de l'interligne articulaire, je pense qu'il y a une étude à faire. Scanner versus radio en charge. Je pense qu'il y a 4 messages. Alors, je vais essayer de me rappeler des 4 messages, mais partie molle, effectivement, il faut bien le dire. Et ça, c'est une des choses qui peuvent déclencher des appréhensions de la part des radiologues, c'est que oui, ça remplace la séquence radioscanner, donc on va faire moins de scanners, oui, mais il reste des indications de scanner. Ce sont les parties molles, effectivement. Tout ce qui est pathologie tumorale, ce qui est pathologie infectieuse, ça nécessite effectivement, on parlait de matching des images tout à l'heure, le scanner et l'IRM, la combinaison des deux, c'est le vol standard aujourd'hui. Et étant donné que l'avantage du cone beam, c'est d'être moins irradiant, donc il est moins puissant, il fait moins la différence entre les tissus. Donc pour l'os, qui est très dense, ça ne pose pas de problème, mais en revanche, effectivement, pour les parties molles, pour la pathologie microcristalline, c'est difficile de se passer d'un scanner. Là où les choses, je pense, pourront évoluer, c'est pour les arthroscanners, parce que déjà, dans l'évaluation de l'arthrose, étant donné qu'on est en charge, on n'en a plus besoin pour l'arthrose. On a encore besoin de l'arthroscanner pour les lésions type lésion ostéochondrale, du dôme du talus ou du plafond tibial. Mais il y a des équipes, en particulier en Finlande, on a quelqu'un qui est pionnier là-bas, qui s'appelle Oliver Mikkelson, qui travaille beaucoup sur le cone beam injecté, et qui fait vraiment des très très jolies images, parce que pour le coup, la définition étant très très fine, on a vraiment des images de fissures sur le cartilage qui sont exceptionnelles. Et il fait des images en négatif qui sont juste incroyables. Donc pour la pathologie cartilagineuse, je pense qu'effectivement on va pouvoir basculer sur le cone beam. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, quand on parle, il faut toujours aussi revenir à la notion de radiographie 3D et pas de scanner. Et pour cette question sur les pathologies spécifiques, il faut faire très attention, parce que dès qu'on rentre dans le langage du scanner en charge et qu'est-ce qu'on va avoir en charge qu'on n'aurait pas vu, du coup, hop, on se focalise et on est sur une niche de quelques indications et on se met tous à réfléchir en indications et on retombe dans le truc, quelles sont les indications du scanner en charge? Et donc, du coup, pour nos confrères radiologues, c'est beaucoup moins intéressant, parce que, évidemment, le volume est bien moindre. Et donc, non, les indications, comme le dit le professeur Richter, qui est au niveau européen, là, c'est vraiment lui qui a eu la première machine Curve Beam en Europe
en 2013. Et c'est lui qui a fait la fameuse publication sur les 11 000 radiographies 3D et toute l'analyse médico-économique, où il montre qu'on irradie 10% moins les patients, qu'on gagne 16 000 heures par an pour les patients, et je crois que c'est 50 € pour le financeur, pour la sécurité sociale, donc pour nous. Bref, et comme il le dit, les 3 prochaines indications, c'est les 3 prochains patients. Donc les indications, c'est vraiment la radiographie, et on doit dire qu'il n'y a pas une pathologie en particulier pour lequel la radiographie 3D en charge est intéressante. Ce sont tous les patients, puisque c'est l'examen de première intention. C'est un peu comme Néanmoins, ça qu'on envisage. on peut dire que comme il y a cette plus-value d'être en 3D et en charge, il y a des choses qu'on ne voyait pas avant, ou qu'on voyait beaucoup moins bien, qui sont effectivement la pathologie de conflit. C'est-à-dire que on a 34 articulations, 28 os dans le pied, et il y a des trucs qui peuvent frotter, mais qui peuvent frotter quand c'est en charge. Quand on n'est pas en charge, il y a une distanciation entre les 2 versants articulaires sur toutes ces articulations, et on ne voit pas bien. Donc voilà, mais on est vraiment sur une niche, et pour moi, c'est pas le plus important, et même il y a le risque que en parlant de ça, on envoie un message qui n'est pas le bon, qui est celui de la niche, alors qu'on est vraiment, comme tu le disais, dans une révolution du même ordre que le scanner. Je rajouterais à la moins bonne performance du curve beam sur les parties molles, l'avantage important, c'est qu'on voit les parties molles, moins bien qu'en IRM, moins bien qu'en échographie, mais on les voit debout. Je me suis amusé à faire quelques essais d'échographie debout, avec plus ou moins de succès, parce qu'on a besoin de voir ce ligament debout, on a besoin de voir un spring debout, etc. C'est là où il travaille. C'est décevant. L'IRM est un examen fantastique pour les parties molles, mais il est fait aujourd'hui en décharge. Certes, le curve beam n'est pas la référence pour les parties molles, mais il va les montrer debout. On va voir où passe ce tendon par rapport à ces ostéophytes, par rapport à ce conflit. On verra les parties molles, encore une fois, donc debout, avec un éclairage nouveau qu'il va falloir apprendre à découvrir dans les années qui viennent. Je pense qu'on peut aussi évoquer certaines innovations qui vont venir, c'est-à-dire que il y aura à l'avenir ce fameux capteur plan, un peu comme une cellule photoélectrique aujourd'hui va absorber une longueur d'onde et avoir 20% d'efficacité, voilà, ou même aujourd'hui c'est encore moins, on est à 12-13%. Eh bien, à l'avenir, ces panneaux photovoltaïques auront plusieurs couches superposées qui permettront de capter plusieurs longueurs d'onde et d'avoir des efficacités à 40%, peut-être au-delà. Eh bien, pour nos capteurs plans radiographiques sur les cônes beam, je ne sais pas quelle sera la technologie, mais il y aura des capteurs qui vont être capables de mieux différencier les tissus mous sans augmenter la dose de rayon. Et en fait, ces parties molles, on va les voir de mieux en mieux, quoi. C'est ce qu'on appelle l'imagerie spectrale qui existe aujourd'hui au scanner, qui est en plein essor, qui est encore certes naissante au niveau de la pratique quotidienne, mais le scanner spectral existe aujourd'hui dans la vraie vie. Il est fort probable que ça arrive très bientôt tout à fait. sur le scanner, ou en tout cas la radiographie 3D. Ah, ça y est. On attend impatiemment aussi la radiographie 4D. Ouais. Un peu plus... En marche. Exactement. C'est marrant qu'on en parle parce que actuellement je fais une thèse de science sur ce sujet-là, mais en fait on découvre que la 4e dimension n'est pas celle qu'on pense. C'est-à-dire qu'on pense au temps et on voudrait voir le pied bouger en 4D. C'est ça. Le problème c'est que on a déjà... Enfin, il faut tout réinventer, comme tu disais, c'est une révolution. Donc, imaginez à l'époque, les chirurgiens opéraient, les médecins analysaient les patients, examinaient les patients sans voir les os. Et puis la radiographie est arrivée. Il a fallu tout réinventer et tout publier de façon scientifique. Aujourd'hui, on doit tout réinventer et tout republier. Donc c'est pour ça que le champ de recherche, vous qui aimez la recherche et qui allez travailler avec un attaché de recherche clinique, eh bien, c'est le champ, il est immense. Vous choisissez un sujet, il n'y a rien. Vous pouvez vous lancer et c'est open bar. Parce que quand on choisit un sujet,
il n'a jamais été fait et les papiers sont acceptés. Donc ça, c'est super. Et donc, la quatrième dimension n'est pas celle qu'on pense. Pourquoi ? Parce que c'est déjà difficile de passer du 2D au 3D, d'accord ? Et notre cerveau a du mal à combiner tout ça, parce que quand on est dans le multiplanar rendering, avec donc on voit les 3 plans, et qu'on se déplace, en quelque sorte, si on veut avoir une vision d'ensemble, on a une mémoire assez rapide qui nous permet de mémoriser les différentes coupes et de se faire une idée de ce qui se passe dans le volume. Mais grâce aux outils d'IA qui sont là ou qui vont venir, on va pouvoir voir vraiment, mais notre cerveau voit bien en 2D. Je dis toujours, n'importe qui peut faire un carré, ça, n'importe qui. Mais dessiner un cube, on n'est pas tous capables d'y arriver. Et ensuite rentrer dans la discussion, qu'est-ce que c'est qu'un cube en 4 dimensions, ça s'appelle un tesseract, ça existe. Pour le représenter, on doit le faire de façon vidéo, etc. Et c'est très difficile. Donc on commence à rentrer dans des trucs où nous, on ne peut pas le comprendre. Et il va falloir les ordinateurs pour nous aider. Et c'est pas demain la veille, parce que, alors on a pensé à des tas de trucs, hein, un tapis de course dans le Conbi, mais alors le truc c'est qu'il tourne pas assez vite, donc enfin tout ça c'est très compliqué. Mais il y a quelque chose qu'on voit, qu'on va voir arriver, c'est que on voit la densité osseuse indirectement, parce que ce qu'on voit en fait c'est la différence d'énergie du photon à la sortie, moins l'entrée, quoi. Donc c'est pas directement la densité osseuse qu'on voit, mais la quatrième dimension qui existe avec ces outils qui n'existent pas avec la radiographie, c'est de voir la densité et de pouvoir en tirer des informations notamment prédictives. Et ça, il y a un champ qui s'ouvre là et qui va être phénoménal et qui va tout changer. Et du coup, vous nous avez parlé de l'AERAS qui monte jusqu'au niveau des hanches. Oui. Et il y a des projets de monter encore plus haut ? Oui, absolument. C'est en projet pour un délai d'environ 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. Mais effectivement, oui, c'est un projet chez nous de pouvoir scanner le corps entier. Voilà, le corps entier. En charge. Exactement. Les radiographies de cheville, il s'en fait de partout. C'est la première cause d'admission pour traumatologie aux urgences. Et à chaque fois qu'une radio est faite, il y a un ou plusieurs médecins qui la regardent. Et il a suffi qu'une personne qui sorte un peu de la boîte imagine ça suite à une entorse. Des entorses, il y en a beaucoup, il y en a partout. Mais il fallait une personne qui avait ce petit grain. Voilà, j'ai envie d'aller plus loin. Imagination en plus. Voilà. Bon, très bien, parfait. Bah, écoutez, je pense que on a fait à peu près le tour, à moins qu'il y ait autre chose. Mais Moi, je trouve ça très sympa. Je serais bien resté à discuter pendant des heures.